Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents du coup pour cette présentation sur les conditions du secteur résidentiel pour atteindre la neutralité carbone telle que définie dans la SNBC. Un très grand titre. On va essayer d'être assez simple et concis. On est deux, donc je me présente tout d'abord. Je m'appelle Julien Parc, donc je suis ingénieur conseil au pôle rénovation de Pouget Consultant. Et je suis avec Nathan. Et moi, je m'appelle Nathan Leverrier, je suis consultant senior chez Carbone 4, cabinet de conseil spécialisé sur le changement climatique, et au sein du pôle bâtiment de Carbone 4. Voilà, et on va vous présenter du coup cette étude qu'on a menée en 2019. Et donc, pour démarrer la présentation de cette étude, il faut revenir au contexte, puisque l'objectif de notre étude, on y reviendra, c'était de comprendre quel est un parc de logements en France qui respecte la SNBC, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes d'enjeux. Et là, le grand enjeu, c'est vous avez sans doute toutes et tous entendu parler de la neutralité carbone, qui est l'enjeu défini à l'échelle planétaire. Et cet enjeu, il ne vient pas de nulle part. Il vient notamment des négociations sur le climat, et donc de l'accord de Paris, qui fixe un objectif pour le changement climatique, de le limiter à 2 degrés à l'horizon de 2100. Et ce 2 degrés, il ne sort pas non plus de nulle part, puisque c'est un seuil symbolique donné par la science qui nous explique qu'à partir de ce seuil, c'est un seuil qui nous permet d'avoir des effets modestement irréversible et pas si terrible. Pour vous donner un ordre d'idée, le grand bouleversement climatique le plus récent que la Terre ait connu, c'est un bouleversement de 5 degrés, entre la différence entre aujourd'hui et l'ère glaciaire, et ça implique des différences majeures, comme vous pouvez le comprendre, en termes d'écosystème et de climat. Donc 2 degrés, c'est quelque chose de raisonnable, et donc qui a été défini comme l'objectif planétaire commun. Et pour réussir cet objectif de 2 degrés, la science nous dit qu'il va falloir arriver à ce concept de neutralité carbone. Donc dit rapidement, c'est avoir autant d'émissions de gaz à effet de serre produits par les hommes que d'absorption de ces gaz à effet de serre. Et donc ça permettra de stopper le changement climatique. Et donc, on a cet objectif international de neutralité carbone. Et donc, en France, on décline cet objectif international dans un objectif français, cette fois-ci, de neutralité carbone à l'horizon 2050. Et donc, l'objectif français, c'est bien d'avoir autant d'émissions de gaz à effet de serre sur son territoire, dans l'ensemble des secteurs de l'économie, que d'absorption sur son territoire. Donc de l'absorption qui provient de technologies, mais essentiellement des espaces naturels, forêts, sols, zones humides, etc. Et donc en France, cet objectif de neutralité, il se transcrit dans un texte de référence qui s'appelle la Stratégie nationale bas carbone, qui donne un budget et un horizon pour l'ensemble des secteurs de l'économie afin d'atteindre en 2050 cette neutralité carbone. Et donc il y a une déclinaison de cette stratégie nationale bas carbone, donc qui vise la neutralité pour le secteur du bâtiment. Et là, c'est important que vous ayez en tête que le bâtiment, c'est, du point de vue de ce document, la SNBC, plusieurs secteurs. Le secteur du bâtiment en tant que tel, qui sont les émissions liées aux énergies, aux combustibles qui ont lieu dans les bâtiments, donc le gaz, le fuel, etc. C'est les émissions liées à l'électricité, là qu'on retrouve dans la SNBC, dans le secteur de l'énergie, et c'est les émissions liées aux matériaux de construction qu'on vient utiliser dans le bâtiment, et ces émissions-là, on les retrouve dans le secteur de l'industrie. Et donc, l'étude qu'on a réalisée avec Pouget, c'est de regarder pour le secteur du résidentiel l'empreinte carbone de l'énergie et comment les objectifs qu'on retrouve dans la SNBC se déclinent
en termes de parc de logement à l'horizon 2050. Voilà. Je vais laisser la parole à Julie. Merci. Juste petit complément également, juste pour indiquer que cette étude elle est parue en 2019 ou 2020, début 2020, et que les résultats qui sont présentés ici sont légèrement modifiés par rapport à l'étude que certains ont peut-être déjà pu lire. Notamment, il y a une mise à jour avec la RE 2020 qui a été faite, puisque entre-temps il y a eu la publication des textes et sur lesquels du coup on a pu adapter un peu les scénarios qui sont présentés. Avant de présenter les résultats, je pense que c'est important de présenter la méthodologie qui a été utilisée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, pour respecter la SNBC, en fait, il y a un certain mix énergétique qui a été défini pour chacun des secteurs de la stratégie nationale, donc des grands secteurs français, donc l'industrie, l'agriculture et le secteur du bâtiment. Et ce mix énergétique, il est composé de deux choses. Il y a un certain volume d'énergie qu'il va falloir respecter, donc on ne pourra pas respecter finalement, enfin il y a un seuil de consommation à ne pas dépasser, et au sein de ce seuil, il y a une certaine répartition entre les différentes énergies qui a été proposée par l'État, et si on respecte finalement cette proportion, cette répartition des énergies et le volume global, eh bien on peut considérer que chacune des énergies est neutre ou quasiment neutre en carbone. Donc n'émet quasiment pas, ou émet peu ou quasiment pas de CO2 lors de sa production. Donc notre objectif a été vraiment de chercher à modéliser le parc pour essayer le parc de bâtiments résidentiels, pour essayer de voir quel scénario permet de respecter la SNBC à ce niveau-là, donc c'est-à-dire respecter le volume de consommation globale associé au secteur résidentiel, et également respecter le mix énergétique au sein de ce volume, donc la répartition entre les différentes énergies. Pour ça, on s'est appuyé à la fois sur des modélisations pour le parc résidentiel existant, où on a différencié le parc en différentes typologies, avec pour chacune des typologies un certain volume de bâtiments, et on fait différents scénarios de rénovation sur l'enveloppe, sur les équipements, etc. Et pour le parc résidentiel neuf, eh bien, on s'appuie plutôt sur des scénarios prospectifs sur quelles pourraient être les consommations et le mix énergétique dans le parc neuf. Et c'est à ce niveau-là où on s'est appuyé notamment sur les différents seuils qui ont été définis dans la RE 2020. Il faut bien se rendre compte que 2050, c'est un tiers de bâtiments neufs environ et 2 tiers de bâtiments qui ont déjà été construits. Donc voilà un peu l'impact sur les différents types de bâtiments. Donc une fois qu'on a fait ce travail, on a pu définir différents scénarios. Et globalement, à partir de ce scénario, on a défini surtout un scénario majoritaire qu'on a considéré comme réaliste, qui nous permet, selon nous, de respecter la SNBC, pardon. Et pour établir ce scénario, eh bien, on a défini différents principes clés, en l'occurrence 3. Le premier des principes, c'est qu'il va falloir faire une nécessaire modification de la rénovation en visant tous les lots globalement de l'enveloppe et des systèmes, et également il faut le faire majoritairement de manière globale. Alors ce qu'on voit, c'est que globalement pour atteindre l'enveloppe, donc le volume global de la SNBC, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, si on suit le scénario tendanciel, on va descendre environ de 60 TWh en énergie totale sur le parc. Or, il faut descendre de quasiment 200 TWh. Donc globalement, pour arriver à l'objectif, il va falloir largement massifier la rénovation et il va falloir de faire de manière globale. Donc en considérant que nous, notre scénario, globalement, il faut isoler tous les bâtiments avant 2000, donc les réisoler même si ceux qui sont déjà isolés. Il faut que tous les lots soient traités de manière quasiment systématique sur tous les bâtiments, donc ça représente 70% du parc de logements collectifs et 85% du parc de maisons individuelles. Pour ces petits deltas qui restent, c'est juste qu'on ne va pas isoler les lots techniquement compliqués, donc par exemple les façades patrimoniales protégées pour lesquelles on risque très peu il y a peu de chances de pouvoir faire de l'isolation par l'intérieur, ou les terre-pleins qui vont être très compliqués à isoler. Mais globalement, partout où on peut isoler, il faudra qu'on efface tous les lots. Et également, il faudra qu'on le fasse majoritairement de manière la plus globale possible, puisque ce scénario, il n'est possible que si on a traité majoritairement assez bien l'étanchéité à l'air et les ponts thermiques. Donc, globalement, une politique qui vise la geste par geste qui du coup amène à terme
à soit une étanchéité à l'air qui est moins bonne que prévu, ou des ponts thermiques qui ne sont pas bien traités, et ben, ça ne permet pas d'atteindre le volume de consommation cherché. Et enfin, il faudra évidemment le faire avec des niveaux minimums, et donc là, il faut notamment les niveaux qui sont définis dans la réglementation actuelle sont largement inférieurs à ceux qu'il faudrait faire. Après, ici, on les a définis correspondant au niveau des C2E, mais c'est un niveau minimum. Globalement, il faut aller chercher, là où on peut aller isoler, il faut isoler globalement. Le deuxième point majeur de l'étude qui nous permet de respecter ce mix énergétique de la SNBC, c'est qu'il va falloir réaliser des changements massifs d'énergie dans les bâtiments existants. Donc globalement, ce qu'on voit, c'est que même si finalement on isole tous les bâtiments de manière globale, voire de manière très performante en allant chercher des lots qu'on n'isole pas actuellement, donc les terre-pins par exemple, eh bien, même si on fait ça, on pourra diminuer le volume d'énergie, mais notre mix énergétique restera largement différent de celui qui est attendu dans la stratégie nationale bas carbone. Donc pour atteindre ce mix de la SNBC, eh bien, il faut réaliser des changements d'énergie qui sont massifs. Globalement, en maison individuelle, donc notre scénario qui permet d'y arriver, il faut changer majoritairement quasiment tout le parc qui est chauffé actuellement au fioul ou au gaz, donc tout le parc au fioul et une large majorité du parc au gaz, vers des systèmes thermodynamiques. Donc en l'occurrence, 85% du parc au gaz doit changer d'énergie principale, donc majoritairement vers thermodynamique, un petit peu vers de l'hybride, mais globalement c'est la solution qui nous permet de respecter le mix. En logement collectif, globalement, on avait trouvé un scénario, on trouve que le scénario de la SNBC n'est pas tout à fait réaliste selon nous, notamment vis-à-vis des réseaux de chaleur, mais bon, on a quand même indiqué ici qu'il faudrait, pour respecter la SNBC, transformer 70% de la part de parc de logement collectif en chaudière collective vers des réseaux de chaleur. Donc c'est quand même un changement massif d'énergie. Et puis même au niveau des chaudières individuelles au gaz, il y aurait aussi des changements d'énergie à prévoir, donc notamment vers des systèmes thermodynamiques collectifs ou individuels. Et si on réalise eh bien, ces changements d'énergie, eh bien, on peut respecter le mix qui est prévu dans la SNBC. Voilà. C'est évidemment des scénarios, il pourrait y avoir d'autres scénarios qui visent principalement plutôt le réseau de chaleur en maison individuelle, etc. On a proposé ici le scénario qui nous paraît le plus réaliste au vu des enjeux et des contraintes qui sont fixées par la stratégie nationale bas carbone. Enfin, le troisième point est vis-à-vis de la construction neuve. Donc là, on a principalement parlé des deux aspects liés à la rénovation, mais également, ce qu'il faut comprendre, c'est que entre la construction neuve et la rénovation, c'est un équilibre, et donc tout retard qui est pris sur le secteur de la construction neuve va impliquer qu'il va falloir aller plus loin dans les sujets de rénovation. Donc, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'à minima, il faut respecter les exigences de la RE 2020, mais ce qu'on voit, c'est que probablement, il faudrait aller plus loin. Pourquoi ? Parce que, en fait, notre scénario principal, celui qu'on avait élaboré en 2019, on l'avait élaboré, en tout cas avec certaines hypothèses pour la construction neuve. Et ce qu'on a vu en mettant à jour avec la publication des textes de la RE 2020, c'est que, au vu des ambitions qui sont portées par les textes, eh bien, on a probablement un surplus de consommation et un mix énergétique qui est différent de ce qui avait été envisagé en 2019. Il faut savoir que nous, on s'était appuyé notamment sur certains textes de l'État pour le mix énergétique en 2019. Donc on ne savait pas sorti notre mix de nulle part, et on voit aujourd'hui avec les textes que ce mix il risque d'être différent. Et c'est notamment le cas dans le logement collectif où on a un delta entre ce qu'on avait prévu initialement et la mise à jour de quasiment 2 fois plus de consommation au vu des textes par rapport à ce qui avait été prévu. Et un mix qui est largement différent. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est qu'aujourd'hui en logement collectif, il va probablement falloir aller viser plus loin avec une conception qui permette vraiment de diminuer les besoins et également une réduction des émissions de GES et des consommations en exploitation via une évolution des systèmes qui sont installés dans les bâtiments. Donc voilà un peu les 3 messages clés qu'on a portés. Donc ce scénario il est beaucoup plus complet évidemment et je vous invite à aller voir dans les détails.
Maintenant, ce que je vous propose, c'est maintenant qu'on a mis un peu les contraintes pour le chemin, finalement, ce que je vous propose, c'est de voir un peu l'image, à quoi ça ressemble un parc en 2050, du coup, si on respecte ces différents critères et si on respecte la stratégie nationale bas carbone, et du coup, qui permettent de respecter la SNBC sur le secteur résidentiel. On va vous proposer 3 approches. La première approche, c'est la vision traditionnelle vis-à-vis du niveau BBC, qui est, on va dire, classique dans la rénovation en tout cas, et même dans le neuf. Ensuite, on regardera un peu la vision DPE, et enfin, on aura une vision plutôt émissions carbone, émissions des gaz à effet de serre. Cette première vision du parc, d'un point de vue un peu consommation selon le niveau BBC réglementaire. Alors, ce qu'on peut voir, donc à gauche, vous avez le parc tel qu'il est actuellement, et à droite, le parc projeté en 2050 selon l'étude. Alors, les échelles ne sont pas identiques, donc il faut imaginer qu'à gauche, je ne sais pas si on voit très bien, mais on est à 500 kWh d'énergie primaire tout en haut, quand à droite, on est à 250. Donc le parc en 2020, il est composé de bâtiments qui peuvent consommer jusque 300-400 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Mais globalement, on a une consommation moyenne autour de 200 kWh. Et ce qu'on voit en 2050, c'est que finalement, notre scénario, il n'amène pas forcément tous les bâtiments au niveau BBC. Et il y a même certains bâtiments qui peuvent être largement au-dessus du niveau BBC. Donc ils sont minoritaires, mais il en reste quand même quelques-uns, parce qu'on n'aura pas pu les isoler, ou parce que des changements d'énergie, par exemple d'effet Joule vers d'autres énergies, étaient très compliqués sur certains bâtiments, et c'est le cas, en logement collectif notamment, où il y a potentiellement des fois l'impossibilité de changer d'énergie. Et donc du coup, on a un parc qui, globalement, va avoir des consommations qui vont varier entre 50 kW, en tout cas pour le bâtiment ancien, entre 50 kWh d'énergie primaire et 200. Mais on a une moyenne globale qui est au niveau du niveau BBC à peu près, donc à 92 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Donc niveau BBC qui est moyenné en fonction des zones climatiques, c'est pour ça qu'il n'est pas tout à fait à 80 kWh d'énergie primaire pour les experts. Mais globalement, ce qu'il faut voir, c'est que ce parc, finalement, il a des bâtiments qui vont consommer un peu plus, mais il a surtout des bâtiments qui vont consommer moins. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est que si on veut atteindre les objectifs de la SNBC, il faudra aller plus loin sur certains bâtiments. On ne peut pas se contenter finalement d'aller de viser tout le temps le même niveau, parce que des fois, ça va être facile d'atteindre ce niveau-là. On n'aura pas besoin de faire énormément de travaux sur l'enveloppe ou de changer de système vers des systèmes très performants. Mais si on fait ça sur tous les bâtiments, on est quasiment sûr de ne jamais atteindre les objectifs énergétiques. Parce qu'il y a beaucoup de bâtiments pour lesquels on n'arrivera jamais à atteindre le 80 kWh d'énergie primaire. Donc ça, c'est un peu le premier point, la vision vraiment BBC. On a rajouté un peu cette vision aussi au vu de l'actualité DPE. Ce qu'on voit globalement, donc à gauche, encore une fois, c'est le parc à l'état actuel, et à droite, c'est le parc projeté si on respecte le scénario qu'on a défini, avec les nouveaux critères du DPE, donc le double indicateur énergie-carbone. Donc ce qu'on voit globalement, c'est que quand même, si on respecte notre scénario, on a une large majorité du parc qui est abaissé. Il reste quelques bâtiments en DEE, mais c'est vraiment à la marge. On a une répartition plutôt égale, mais ce qui est important de voir, c'est aussi que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ou en tout cas, je ne sais pas si vous aviez un avis ou pas là-dessus, mais les bâtiments qui se construisent avec la RE 2020 telle qu'il est défini actuellement, il y a plein de bâtiments qui seront en étiquette C. Alors qu'on vise, pour certains bâtiments, l'étiquette A en rénovation. Donc il y a peut-être des sujets, une question à se poser à ce niveau-là. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que globalement, c'est possible d'aller vers un parc qui est majoritairement abaissé, mais il reste encore beaucoup de... ça demande quand même des contraintes sur l'enveloppe, sur l'isolation et sur les changements d'énergie qui sont majeures. Et enfin, la dernière présentation. Et enfin, donc c'était l'objectif, c'était de voir, de voir si on était ce qu'est un parc de logement dans la stratégie nationale bas carbone, et donc voilà ce que ça donne en termes de carbone. Est-ce que ça remplit les objectifs de la SNBC d'abord, la SNBC qui prévoit que pour le secteur du bâtiment,
environ moins 95% d'ici à l'horizon 2050. Et donc la réponse est oui. Donc ce parc modélisé, voici ce que ça donne en 2050. Quasiment plus d'émissions, quelques émissions résiduelles, notamment liées au fluide frigorigène, au gaz où il y a un peu de biométhane, donc qui est considéré comme complètement décarboné, mais avec du biométhane, et de la biomasse. Puisqu'on considère dans un scénario SNBC que l'électricité est complètement décarbonée d'ici à 2050. Et le gaz aussi d'ailleurs, on n'est plus que sur du biogaz. Oui, voilà. Il n'y a plus que du biogaz ce qui pose d'autres questions sur les gisements de biogaz. En gros, si on avait fait d'autres scénarios qui nous avaient fait soit augmenter le volume, soit différencier le mix par rapport à ce qui était prévu dans la SNBC, eh bien on aurait considéré que les énergies résiduelles, donc le surplus d'énergie qui aurait été produit, aurait été de l'énergie fossile. Et donc à ce moment-là, ce graphique aurait été différent. Mais comme notre scénario permet de respecter, eh bien, on a du coup une réduction de 95% des émissions de gaz à effet de serre au niveau des consommations. Autrement dit, un des seuls moyens, et le seul moyen qu'on ait trouvé ensemble d'arriver à respecter toutes les conditions de la stratégie nationale bas carbone, c'est le parc de logement qu'on vous a présenté. Voilà. Ce qui montre une certaine ambition à avoir. Voilà. C'est un peu notre conclusion d'ailleurs. La conclusion, c'est quelle préconisation ? Finalement, cette stratégie nationale bas carbone, elle pose une ambition qui est très forte. Et la neutralité carbone repose vraiment sur un équilibre entre rénovation et construction neuve en termes d'ambition. Puisque si on délaisse un des deux aspects, finalement, une des deux facettes du parc résidentiel, eh bien l'autre devra, si on veut respecter, l'autre devra compenser. Et on voit que déjà, sur la rénovation, quand on voit l'ambition qui est présentée ici, on imagine que c'est difficile d'aller beaucoup plus loin. Donc, globalement, les deux conclusions, c'est massifier en visant prioritairement et majoritairement les rénovations globales et performantes, et surtout ne pas se fixer un feuille fixe, mais chercher à atteindre le potentiel maximum de rénovation sur l'enveloppe et sur les systèmes à chaque fois qu'on touche à un lot. Et puis, s'orienter vers des systèmes de production efficaces en envisageant à chaque fois qu'on peut des systèmes décarbonés, des systèmes qui ont de l'énergie décarbonée. Et sur la construction neuve, eh bien, il faut peut-être envisager rapidement d'aller plus loin que ce qui a été prévu. Et notamment, on voit pour le parc de logement collectif, où il y a quand même un gros gap. On a une consommation qui est quand même une consommation et des émissions qui sont largement supérieures à celles qu'on pourrait viser et ce qu'on avait imaginé en 2019 d'ailleurs. Voilà pour notre présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. On a quelques minutes encore. Bonjour, Bertrand Mathieu, Ecovivre. J'avais deux petites questions. La première, vous dites qu'en 2050, il y a un résiduel, on a droit à un résiduel de 5 millions de tonnes d'équivalent de CO2. Est-ce que, et ça c'est la neutralité, ça veut dire qu'il y a une compensation qui est faite par ailleurs. Est-ce que cette compensation elle est faite dans le secteur du bâtiment ou est-ce qu'elle doit être faite ailleurs ? Et deuxième question, et peut-être de manière plus importante, vous montrez la photo en 2050 par rapport à la photo en 2020. J'imagine qu'il y a une trajectoire aussi à respecter. Et est-ce que la vitesse de la pente a une importance ? C'est-à-dire que, est-ce que si on fait rien pendant 20 ans et on fait tout la dernière année, est-ce que ça veut dire qu'il faut compenser plus après ? C'est deux très bonnes questions. Sur la deuxième question, sur les budgets, oui, la pente compte. Effectivement, la stratégie nationale bas carbone, c'est pas uniquement une vision 2050, c'est des budgets pluriannuels qui donnent la façon dont on doit réduire. Donc effectivement, notre étude n'y répond pas, mais il y a une trajectoire. Et donc si on attend le dernier moment et on se dit au dernier moment, en 2048, il faut que... on n'y arrivera pas. Non, c'est pas possible. Voilà. Donc ça sur la première. Sur la deuxième question, j'en ai oublié la première.
Ah oui, et sur donc la neutralité, c'est bien sur l'ensemble de l'économie. Donc la neutralité en France, c'est pour tous les secteurs. Concrètement, ça veut dire que des secteurs doivent complètement décarboner. C'est plutôt le cas du bâtiment, même s'il reste un résiduel. Tandis que des secteurs doivent drastiquement réduire, mais avec un fort résiduel. Ça va être le cas de l'agriculture, parce qu'on ne sait pas exactement, et puis qu'on aura toujours besoin de manger en 2050. Mais par ailleurs, pour arriver à cette neutralité, on doit augmenter nos puits. Et là, nos puits, c'est essentiellement le secteur des terres, donc le passage, l'agrandissement de nos forêts, principalement. Dans cette dynamique d'augmentation des puits, le secteur du bâtiment a un rôle à jouer, notamment via les matériaux biosourcés qui agissent sur les puits de carbone. On va dire que c'est indirectement lié à ce qu'on vous présente aujourd'hui. Il y avait une autre question ici. Oui, j'ai peut-être mal compris dans votre introduction. Là, vous ne présentez que l'aspect énergétique, c'est-à-dire la consommation des bâtiments. C'est bien ça, par rapport à cette stratégie nationale bas carbone. Considérez que le bâtiment, l'exposé que vous nous faites, c'est l'aspect consommation énergétique du bâtiment. On est d'accord. Sachant que le bâtiment ne se limite pas, bien sûr, à ça. Vous venez d'évoquer les puits carbone par rapport... donc vous êtes parti sur des hypothèses, par exemple, qui concernent la typologie des bâtiments, qui sont des hypothèses que cette typologie n'évoluerait pas. Je pense par exemple au nombre de mètres carrés par habitant ou par logement. Vous êtes parti sur des hypothèses urbaines que les modèles en 2050 seraient les mêmes modèles d'urbanisation que ceux en 2020. Et tous les écosystèmes qui sont liés au type d'urbanisation, hein, l'approvisionnement, donc c'est pas une critique, hein, c'est pour que je comprenne bien que ce que vous nous présentez là ne représente qu'un des leviers de la question globale sur lesquels le bâtiment peut agir, mais pas le seul, parce qu'on voit bien la conclusion, c'est un peu CQF2, c'est-à-dire que ça paraît un petit peu cuit d'avance quand même de ce que vous nous dites là, c'est dans l'hypothèse où tous les feux sont ouverts, où tout marche bien, et où on réussit tout. Et la deuxième question, mais c'est peut-être un petit peu plus annexe, enfin ou marginal dans vos modélisations, c'est dans quelle mesure, si ça a une incidence, vous avez anticipé déjà les variations de climat dont on voit qu'ils peuvent déjà se produire, c'est-à-dire que les hypothèses de besoins en termes de chaud et de froid, par exemple de chauffage, modélisées par Météo France ou autre, on voit bien que s'il fait beaucoup plus chaud, beaucoup plus froid, ça peut avoir aussi une incidence sur les besoins. Donc 2050, le climat n'est pas le même qu'en 2020. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez intégré dans vos modèles ? Sur la deuxième, je peux répondre très rapidement parce que c'est très simple. Non, on n'a pas intégré parce que, en effet, il y a 10 000 hypothèses à devoir prendre. Et on est parti sur une étude où on considérait qu'on avait des consommations telles qu'elles étaient déterminées aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est une limite du modèle qui est claire. Maintenant, on a quand même considéré une augmentation de la climatisation dans les bâtiments. Donc il y a cet aspect quand même de réchauffement climatique, enfin de réchauffement des climats qui a été pris en compte et donc potentiellement une variation au niveau des consommations. Ça aurait tendance peut-être à diminuer un peu les enjeux sur le chauffage. Après, c'est un modèle, donc c'est clair qu'il y a toujours des limites. Et notre modèle, du coup, en effet, ne se limite qu'aux consommations du bâtiment, donc tout usage, hein, parce que en fait, ce spectre très précis de la SNBC, c'est vraiment les consommations dans le bâtiment. Et c'est celui-ci que nous, on a souhaité étudier. Mais comme on l'a dit en introduction, le bâtiment, c'est pas que ces consommations-là. Il y a évidemment d'autres aspects qui peuvent générer soit des puits ou d'autres consommations, ou d'autres émissions, pardon.
Et c'est vrai que notre modèle se limite à ces consommations dans le bâtiment, quoi. Je sais pas si tu veux rajouter. Oui, sur les deux questions, la première question, je la comprends comme est-ce que c'est un modèle toute chose égale par ailleurs? Non, pas exactement, puisque c'est quand même, on respecte le scénario qui est la stratégie nationale bas carbone, qui n'est pas une chose toute chose égale par ailleurs. C'est bien quelque chose qui vient modifier l'ensemble de l'économie, et notamment avec une vision sur ce qu'est les surfaces de logements qui viennent être modifiées dans le temps. Ça, c'est sur le premier point, et notamment une autre chose qui n'est pas toute chose égale par ailleurs, et ça un lien sur le carbone, c'est à quel point le secteur de l'énergie se décarbone ou pas. Ça a un gros c'est quelque chose qui est complètement lié au bâtiment, mais qui est quand même un peu un secteur différent. Donc la réussite des objectifs du secteur du bâtiment est liée à la réussite du secteur de l'énergie. Et sur le deuxième point, effectivement, l'évolution du climat, à quel point ça va venir modifier nos changements, nos consommations. Les premières études qu'on voit sur le sujet, c'est qu'effectivement, la baisse de nos consommations de chauffage vient être un peu compensée par la hausse de consommation de froid. Donc mais avec beaucoup d'incertitudes, et l'impact des chaleurs extrêmes est assez méconnu en termes de consommation énergétique aujourd'hui. Pardon, excusez-moi, juste pour préciser, quand vous dites vous avez tenu compte de la modification des surfaces par rapport aux besoins, c'est dans quel sens? De surface au moins par habitant. Alors là, je ne l'ai pas en tête. La modification des surfaces en termes de... en fait, on s'est appuyé sur les hypothèses INSEE de mémoire sur le nombre de logements prévisibles en construction neuve. Et après, il y a une répartition logement collectif individuel, donc pour lesquels il y a des surfaces différentes. J'ai plus toutes les hypothèses, mais bon, ça... La tendance actuelle, c'est d'avoir plus de surface par logement du fait que les familles se divisent, démultiplient. Et il y a aussi des modèles d'habitat où, au contraire, on essaye d'optimiser ces mètres carrés un peu inutilisés. Donc il y a aussi des modèles de sociétés qui peuvent impacter sur la quantité de mètres carrés, parce que moi je trouvais intéressant votre présentation par bloc de besoins par rapport à des typologies d'habitat. Vous aviez des surfaces et puis des besoins en mètres carrés. Donc on peut jouer sur les besoins en mètres carrés, mais on peut jouer sur la surface aussi. Ouais, on a... Alors, il y a une partie... Enfin, j'ai plus toutes les hypothèses en tête. Hein. Dans ce genre de modèle, il y a énormément d'hypothèses, mais ce qu'on peut dire de mémoire, on s'est beaucoup appuyé aussi sur les scénarios prospectifs de l'INSEE, sur les hypothèses qui sont détaillées un peu au fur et à mesure dans les PPE et SNBC, pour vraiment essayer de rester vraiment dans le cadre de ce qui a été proposé dans les SNBC. On n'a pas fait de modèle alternatif là-dessus. On m'a dit qu'on va devoir arrêter, alors on peut continuer les discussions sur le volet J'avais une dernière question, je ne sais pas si c'est possible. Sur les mètres carrés, rapidement, la stratégie nationale bas carbone, elle prévoit plutôt un scénario tendanciel de moins en moins de construction, ce qu'on constate déjà en fait. Si je peux rapidement, que je comprenne bien votre étude, en fait, elle se concentre sur le résidentiel, dans le bâtiment, sur les logements. Est-ce que, vous aviez dit juste avant que vous n'arriviez pas à rentrer, pour respecter la stratégie bas carbone, sur d'autres typologies d'opérations dans le bâtiment. Il n'y a que dans le logement que vous arrivez à respecter les objectifs. Alors, la part de bureaux ou de tertiaires, ouais. qu'est-ce qu'on peut faire justement pour améliorer le parc existant dans la rénovation? Cette part-là, Ouais. On va vraiment devoir... Enfin, on me dit qu'il faut quand même arrêter, sinon on va décaler toutes les conférences ensuite. Mais globalement, on peut en répondre, mais le parc tertiaire n'a pas été pris en compte dans l'étude. Et ça pourrait être intéressant de l'étudier, mais ça n'a pas été le cas. Voilà. Et on peut en discuter si vous voulez.